Épisode 10. La classe à Dallas. Dans l'épisode précédent, je découvre que Zalma, le frère de mon arrière-grand-père, Bertha, sa femme, et leurs enfants ont réussi à émigrer aux États-Unis in extremis pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai compris que leur plus jeune fils, Fred Elias Tim, a des années plus tard fait un don à Ellis Island pour commémorer leur passage par l'île, dernière étape avant leur nouvelle vie. Grâce au manifeste des deux bateaux, l'Île-de-France et l'Excambion, je lis qu'ils se réunissent tous, à 2 ans d'écart, à une même adresse à Dallas, le 3016 Park Road. J'ai commencé ma quête au mémorial de la Shoah en retraçant les derniers moments de mes arrière-grands-parents, à essayer de comprendre si leur nom de famille avait été tronqué ou non à leur arrivée à Paris, à imaginer leur trajectoire de la rue Brantôme dans le 3e arrondissement de Paris à Auschwitz, en passant par Drancy. Puis, aux Archives nationales, je découvre la date à laquelle mes arrière-grands-parents, puis mon grand-père, sont partis de Suisse pour la France, en 1927 pour Léibus et Léa, et en 1937 pour mon grand-père Coco. Je fais la découverte du destin d'Hélène, une des filles de Léibus et Léa, qui passe 10 ans en hôpital psychiatrique et décède à 30 ans en Bretagne. Je découvre aussi la date du mariage de l'aînée de la fratrie, Sarah Tim, née en 1915 et mariée en 1939, mais décédée en 1941 chez elle. Je comprends que les Tim s'appellent Tim depuis le 19e siècle et que mes arrière-grands-parents ont peut-être rajouté un accent en France ou peut-être en Suisse pour s'appeler Timé parfois ou rester Tim parfois. Je n'en ai pas compris la logique. Je ne sais pas vraiment si mon arrière-grand-père Léibus a été cosaque. Je n'ai pas retrouvé la photo de lui habillé en cosaque sur les manteaux de la cheminée du 8 rue Brantôme. Je n'ai pas vraiment retrouvé le 8 rue Brantôme, mais j'ai su que mon grand-père les y avait vus avant la guerre, puis était retourné là-bas après la guerre pour faire l'inventaire de ce qui avait été volé dans l'appartement. Puis, aux Archives nationales, dans le fond de Moscou, je fais la découverte du frère de Léibus, Zalma, son frère qui, lui, a été sauvé par un arrêté d'expulsion. Et de la mort des camps, je passe à la vie outre-Atlantique. Résolu à suivre cette lumière coûte que coûte, s'extirper de l'obscure mélancolie, sortir du tombeau. Ma boussole indique Dallas. Vivre à l'heure d'Internet est la première bénédiction d'une apprentie généalogiste. Je passe tout à la moulinette des moteurs de recherche et il me suffit d'inscrire Fred Tim Dallas pour avoir des premiers résultats. Pourquoi Fred ? Parce que c'est tout simplement le plus jeune de la famille ayant traversé l'Atlantique. Mais Fred est né en 1933. S'il est vivant, il a, en 2020, 87 ans. Je ne sais pas s'il aura envie de me parler et s'il le pourra. Je découvre qu'un dénommé Fred Tim est avocat à Dallas et les dates concordent à peu près avec celles que j'ai. J'envoie un message au cabinet d'avocat. Les semaines passent, mais pas de réponse. Je tente un nouvel angle en entendant parler de la plus grande organisation généalogique au monde, Family Search, recherche familiale en français. Elle a été fondée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons. L'Église mormone, fondée en 1830, considère que sa première vocation est de baptiser par procuration tous leurs ancêtres dans cette nouvelle religion. Et pour pouvoir rétro-baptiser un maximum de leurs ascendants, ils sont partis en quête de la généalogie mondiale. Ils ont parcouru le monde entier pour microfilmer les registres d'état civil et paroissiaux de plus de 110 pays et les conservent dans une grande montagne, dans des chambres fortes creusées dans le granit de Granite Mountain, près de Salt Lake City. Cette chambre forte d'exception a plus de 2,4 millions de bobines de documents originaux qui ont parfois disparu dans leur propre pays d'origine. Bon,
Mais ils ont aussi un site internet pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à la montagne. On peut trouver sur le site de Family Search une partie des documents et des microfilms qu'ils ont numérisés depuis des décennies en accès libre. J'y ai donc tapé le nom de Fred Tim et j'ai découvert non seulement son acte de mariage, mais aussi son acte de naturalisation, les actes de décès de Zalma et de Bertha, puis les actes de naissance des enfants de Fred, nés à Dallas, puis leurs actes de mariage à eux et les naissances de leurs propres enfants. Beaucoup de femmes ont gardé le nom Tim, je le comprends. J'aimerais moi aussi garder ce nom si spécial si je me mariais un jour. Et Tim doit être d'autant plus spécial dans un pays anglophone où il fait écho à la matière si mystérieuse du temps. En reconstituant son arbre, je choisis parmi les petites filles de Fred, Ariel, une jeune femme qui a mon âge et a gardé le nom Tim. Je vois son profil LinkedIn sur Internet, mais la plateforme ne me laisse pas lui envoyer un message directement, car nous n'avons pas de relation en commun. Le destin ne me laisse pas le choix. Je me transforme en stalkeuse, donc un peu en espionne. Je regarde attentivement son compte, et en voyant qu'elle a étudié dans une grande université américaine, je tente de lui envoyer un email sur sa messagerie d'école. Les semaines passent, et je n'ai toujours pas de nouvelles, ni de Fred, ni de sa petite fille. Fin avril 2020, je regarde une émission sur les secrets de famille sur France 3. L'émission est incroyable. Je sens qu'il faut que j'aille plus loin, que moi aussi j'ai des choses à comprendre. Et je ne dois pas m'arrêter. J'en parle à mon amie Emeline, qui m'enjoint de recontacter ma cousine américaine, mais par une approche plus directe. Le soir même, je trouve le compte d'Ariel sur Instagram et lui envoie un message. Hello Ariel, my name is Nastasia Time. I think we are cousins. Salut Ariel, je m'appelle Nastasia Tim. Je crois que nous sommes cousines. Mon arrière-grand-père Leibus Tim était le frère du tien, Zalma Sabino Tim. Et j'adorerais être en contact parce que tu aurais peut-être des informations que moi j'ai pas. Peut-être des histoires de Pologne ou de leur voyage depuis la Pologne à l'Allemagne, puis à la Suisse, puis à la France, puis à l'Italie et aux États-Unis pour Zalma. J'adorerais discuter et partager ce qu'on sait, si ça te dit. Bien à toi, Nastasia. 2 jours plus tard, un message. Hi Nastasia, I unfortunately do not know so much about a family history offhand, but my aunt, Lillian Richman, wrote and published a book called Bones of Time, which goes into our whole history. Also, his name was actually Zalman, not Zalma. Ariel m'a répondu. Elle m'a répondu. Sa réponse n'a tenu qu'à un fil. Quelques mois plus tôt, son petit frère Zev, en s'étant inscrit sur un site généalogique, a retrouvé une cousine, Britney. Tout excité, il lui a envoyé un message comme je viens de le faire. Sauf que Britney ne répond pas et Zev en a le cœur un peu brisé. Quand mon message lui arrive, Ariel n'a pas tout à fait envie de me répondre. Mais elle me dira « I just didn't want to be your Britney. » Je ne voulais pas être ta Britney. Ariel m'écrit qu'elle ne connaît pas grand-chose de l'histoire familiale, mais sa tante Liliane a écrit un livre sur leur histoire au titre de Génie, The Bones of Time, les os du temps. Mais en anglais, le jeu de mots est génial. Les os des Tim se mélangent aux os du temps. La tante Liliane, c'est la fille de Carmen. Carmen, à propos de qui j'ai lu les rapports d'enquête dans le fond de Moscou. Carmen qui s'était cachée en Allemagne sous le nom de Gina Müller au début des années 30. Carmen qui a habité chez Léa et Leibus à Paris. Carmen que mon père croyait être la sœur d'Elias, mon grand-père. Carmen dont j'avais lu qu'elle avait eu un petit Alfred en 1934 avec un tailleur hongrois, Eugène Grosinger. Carmen déportée à Bergen-Belsen est revenue. Sa fille, Liliane, a écrit un livre sur la famille. C'est le matin, en plein confinement lié au Covid-19, tout mon être se tend. Je suis persuadée qu'à la lecture de ce livre, tout s'éclairera. Que j'y trouverai des scènes de famille inédites, que les os du temps pourront lever le voile sur l'histoire de mes arrière-grands-parents. Alors je m'empresse d'acheter le livre en format PDF sur Amazon et je le lis dans la foulée. It was my brother Fred who gave me the incentive to write the story. Not in so many words. Ils me sont familiers à présent, les êtres dont j'ai appris l'existence dans les archives nationales,
Ils prennent vie grâce à Liliane. Là où moi je n'avais que les squelettes d'une architecture figée et mortuaire, Carmen, Eugène, leur fils Alfred, Liliane, Zalma et Bertha prennent des couleurs. Ils ont des conversations, des mimiques. Mais plus je lis, moins je comprends. Dans le rapport de police du fond de Moscou, Carmen fuit les attouchements de son père. Dans le livre, c'est sa mère qu'elle déteste, alors qu'elle adore son père. Au moment où Liliane décrit la vie de Carmen à Paris, au début des années 30, elle omet complètement de parler de son séjour chez son oncle et sa tante. Mon Léibus et ma Léa. Ça me fait l'effet d'une histoire officielle dont on aurait tenté d'effacer le nom d'un personnage un peu grossièrement. Une Lavrenti Beria. Lavrenti était le chef du NKVD. Narodny Commissariat Vnutrennich Dел. Commissariat du peuple aux affaires intérieures. En vrai, la police secrète. Il était le bras droit de Staline et permis à l'URSS d'avoir l'arme atomique. Mais devenant trop puissant à la mort de Staline en 1953, il est arrêté et exécuté, piégé par les membres du Politburo, parmi lesquels un certain Nikita Khrouchtchev. Pour ne pas faire scandale et le faire disparaître en silence, on demanda à ce que les citoyens renvoient leur encyclopédie soviétique pour que son nom soit découpé et remplacé par le détroit de Bering. Beria dans le Bering. Beria au fond du détroit et Léibus avec lui. Pourquoi Liliane ne fait-elle mention à aucun moment de Léibus et de Léa alors qu'ils vivaient là, qu'ils avaient accueilli à Paris Carmen et Maurice, que c'était écrit dans le rapport de police français et que même s'il y avait eu méprise ou mensonge, Carmen avait bien dû les rencontrer ou en entendre parler pour faire mention d'eux à la police. Liliane a écrit ce livre quelques années auparavant. Et malheureusement, Ariel me dit que sa tante, cette femme douce, intellectuelle et qui était clairement passionnée de généalogie, a aujourd'hui Alzheimer. Quelques mois plus tôt, elle revenait encore à elle parfois, mais là j'arrive trop tard. Je ne peux lui poser aucune question. Alors qu'est-il arrivé ? J'ai si peur de ne jamais le savoir. Et je le dis à vous qui pourriez m'écouter. Faites vos recherches familiales maintenant, quelles qu'elles soient, pendant qu'il est encore temps. Sortez, interrogez vos familles, appelez maintenant. Prenez rendez-vous pour le thé la semaine prochaine. Appelez, posez vos questions, enregistrez ou notez ces phrases cruciales sur un bout de carnet. C'est maintenant que ça se passe. Demain, ce sera trop tard. Demain, Liliane aura Alzheimer. Les mémoires s'effacent, les proches disparaissent, les journaux intimes se perdent dans les déménagements, les lettres ne sont pas lues, les post-it s'envolent, les photos s'évanouissent dans la nature. The Bones of Time raconte la rencontre entre Zalma et Bertha à Zurich, puis la rencontre entre Carmen et Eugène à Paris, la mort de Maurice à Strasbourg, la guerre qui commence, Carmen déportée à Bergen-Belsen, Eugène prisonnier, Liliane et son frère Alfred cachés dans un village français pendant la guerre. Et puis leur retrouvaille à tous les quatre. L'histoire, même si elle me déchire le cœur par l'absence assourdissante de mes ancêtres, vaut la peine d'être lue. Merci, Liliane. Sur Instagram, avec Ariel, je lui envoie les cartes d'identité de Zalma et Bertha. Dans sa famille, Zalma s'est toujours fait appeler Sol. Je veux montrer patte blanche sans les inonder de mes recherches. Et surtout, je ne sais pas si je dois leur parler du rapport d'enquête, de l'inceste. Je choisis pour l'instant de ne pas en parler. Je pense que c'est quelque chose qui ne s'écrit pas dans un mail. Dans un premier temps, son grand-père Fred semble intéressé de me rencontrer. Je lui envoie un long mail en y joignant son acte de naissance comme une offrande, puisque la mairie de Saint-Louis me l'a envoyé. Mais il se ravise. Je suis rangée dans la catégorie des fake news. Il perd un petit peu la mémoire. Mais Ariel me dit que sa mère est partante pour me parler, qu'elle m'aidera puisqu'en plus je suis de sa génération. Ça me fait rire. Je suis de l'âge d'Ariel, pas de sa mère, mais elle se dit peut-être qu'il faut être plus âgé pour s'intéresser à ces choses-là. Je me mets à échanger avec la mère d'Ariel, Beyla, qui m'accueille à bras ouverts et répond à mes messages avec beaucoup de joie. When I was little, I learned that my grandfather's name was Time with an accent aigu over the E from his birth certificate. I used to sign my name that way, but I'm sure the name was Time from back in Poland. Quand j'étais petite, j'ai appris que le nom de mon grand-père était Timé avec un accent aigu sur le E.
J'ai pris l'habitude de signer mon nom comme ça, mais je suis certaine que le nom de famille Tim était déjà comme ça en Pologne. I was sure there were no other times in the world. To clarify, my grandfather and your great-grandfather's first names were all Yiddish, which was the main language they all spoke at the time. Yiddish was my father's first language. Je croyais qu'il n'y avait aucun Tim dans le monde. Je dois te dire que les prénoms de mon grand-père, Zalman, et de ton arrière-grand-père, Leibus, ou Leibel, étaient yiddish. C'était vraiment leur langue maternelle. C'était aussi la première langue de mon père, Fred. Et ça a dû l'être pour ton grand-père, Elias. My father's father, Saul, spoke of Leibel or Leibish, but never having lived in Paris. That is very surprising because Carmen lived there. We also never heard of them being deported to Auschwitz. Did they return? Saul parlait de Leibel, enfin Leibus, mais il ne disait jamais qu'il avait habité à Paris. C'est très surprenant, car Carmen vivait aussi à Paris. Elle nous l'aurait dit. Pour moi, c'est impossible qu'il n'ait pas su. Leibus et Léa ont habité 16 ans à Paris. En 1932, ils ont habité à une station de métro de Zalman et Bertha. Et ils n'ont jamais su. Brenda continue. Nous n'avons jamais entendu dire qu'ils avaient été déportés à Auschwitz. Est-ce qu'ils sont rentrés ? Comme s'il y avait plus qu'un océan qui séparait nos continents, mais une faille spatio-temporelle ayant redistribué toutes les cartes de l'histoire familiale avec les mêmes fondamentaux, mais légèrement décalés et dissonants. I can tell you that Zalman, or Saul, and Berta were running from the Nazis. And even though Berta was born in Zurich, she was not considered a citizen. I went to the area where her home was. It was the Jewish area of the time. I tried to get my grandmother's birth certificate from Zurich last time I was there, and unfortunately they insisted she didn't exist. I think she was unable to hide there with Zalman or Saul. The path to Italy was simply trying to get out of Europe. Zalman was detained in Italy. Je peux te dire que Zalman et Bertha fuyaient les nazis. Et même si Bertha est née à Zurich, elle n'était pas considérée citoyenne. J'ai été dans le quartier où était sa maison à Zurich. C'était le quartier juif. J'ai essayé d'obtenir son acte de naissance la dernière fois, mais ils ont insisté pour dire qu'elle n'existait pas. Je pense qu'ils n'ont pas pu se cacher en Suisse. C'est ce que dit Liliane dans son livre, qu'ils acceptaient que Bertha vive en Suisse mais pas Zalman. Le chemin de l'Italie a simplement été une voie pour fuir l'Europe. Zalman a été détenu en Italie dans un camp de prisonniers pour plusieurs années et a rejoint sa femme et ses enfants à Dallas. La sœur de Zalman était aux États-Unis et tout le monde est arrivé à Dallas grâce à elle. I'm happy to speak over Zoom or answer anything else I know. I want to get this out to you as soon as I can. My family is Jewish. Are you? Je serais heureuse de te parler via Zoom ou répondre à tes questions si j'ai les réponses. J'aimerais que les réponses t'arrivent aussi vite que possible. Ah oui, car j'ai oublié de te dire que ma famille est juive. Et la tienne ? Jouer au jeu des 7 différences avec sa nouvelle famille américaine, check. C'était ça la différence entre nos familles. Sol et Bertha étaient vivants, devenus américains. Leibus et Léa étaient partis en fumée, tout comme leur carte d'identité française. Sol et Bertha ont transmis leur tradition juive à leurs enfants. Les 8 enfants de mes arrière-grands-parents s'étaient éparpillés à cause de la guerre et n'avaient plus personne pour fêter Shabbat avec eux. Fin de la transmission. Et puis dans ces messages, à Brenda, j'apprends également que Leibus avait une sœur, Beyla, que c'est elle qui est arrivée aux États-Unis la première et a pu faire venir Zalma et sa famille à Dallas. Nous convenons d'une date pour échanger sur Zoom. Nous sommes en plein confinement. Rendez-vous est pris pour le 8 mai 2020, une semaine seulement après la première réponse d'Ariel sur Instagram. Fébrile, je propose aux membres de ma famille d'y assister. Mon frère et ma sœur, mon père et mes tantes, leurs enfants. De leur côté, Beyla fait de même et bientôt, une dizaine de fenêtres s'ouvrent entre la France et les États-Unis. Nous nous présentons à tour de rôle. Les filles de Liliane parlent un peu français et nous dépoussiérons notre meilleur anglais. Nous leur parlons un peu de Leibus et Léa. Fred est là,
Dans une des fenêtres, Ferry Elias Baer, le neveu de Leibus, se tient droit. Il a 87 ans. Sans transition, j'en meurs d'envie depuis si longtemps, je lui demande en anglais s'il se rappelle de son oncle Leibus, s'il a entendu parler de lui. Il hésite, m'assure que non. Il quitte la fenêtre qui nous relie virtuellement. Son absence n'est pas si longue, il revient déjà, et dans un tour de passe-passe, colle à l'écran une photo en noir et blanc. Il s'exclame « This is Leibus, my uncle! C'est Leibus, mon oncle !» Les larmes perlent. Je ne voudrais pas les montrer, mais je suis très émue. Mon père et mes tantes voient pour la première fois de leur vie la photo de leur grand-père Leibus, disparu à Auschwitz en 1943. Zalma et Bertha sont donc partis d'Europe avec des photos de famille sur eux. Et cette photo était depuis 80 ans dans un album photo, dans une cuisine texane. C'est un des plus beaux cadeaux de mon enquête. Je n'aurais jamais imaginé ça un an plus tôt. La photo est surexposée, mais on distingue tout de même assez bien mon arrière-grand-père. Leibus a les cheveux bouclés, les yeux en amande, lèvres pincées, un visage figé par le sérieux. Il ne ressemble pas tant que ça à son frère Zalma, ou Sol depuis qu'il est aux États-Unis. Beyla me dit qu'ils ont d'autres photos et qu'ils vont nous les envoyer. Après le zoom, je découvre une photo de Zalma, petit garçon, il doit avoir dans les 8 ans. Il pose avec sa mère et ses grands-parents. Je ne connais pas encore leur histoire, mais cette photo a dû être prise en Pologne. Leibus est né en 1880. Sa mère a dû naître dans les années 1850 ou 1860. Ses parents à elle sont aux doigts mouillés nés dans les années 1820 ou 1830. J'ai maintenant une photo de Leibus et une photo de mes ancêtres polonais. Mes arrière-grands-parents juifs polonais. Si Fred nous tend cette photo, il ne peut pas dire grand-chose de Leibus. Il sait qu'il a existé, c'est à peu près tout. Et surtout, il n'a jamais su qu'il avait été déporté à Auschwitz. Il dit que ses parents non plus ne le savaient pas. Mais comment est-ce possible ? Vous quittez l'Europe en 1941, en pleine guerre mondiale. Vous entendez parler des camps de concentration, vous voyez les photos des reporters qui y vont à la libération. Vous n'avez pas de nouvelles de votre frère. Vous ne faites pas le rapprochement. C'est un mystère. Mais il devait être occupé à se tailler une vie dans le nouveau continent, apprendre l'anglais, trouver du travail, s'intégrer dans une nouvelle communauté, se retrouver après 2 ans de séparation. Et puis, Brenda mentionne une possible dispute entre les frères. Est-ce la raison pour laquelle Sol n'a jamais pris de nouvelles de Leibus après la guerre ? Est-ce qu'il croit que Leibus lui fait toujours la tête ? Quelle dispute aurait-elle pu justifier de ne plus jamais se parler ? Quel chemin parcouru ? Je repense à la fameuse photo de Leibus en cosaque que ma grand-mère Raymonde a vue sur le manteau de la cheminée en 1939, dans l'appartement parisien de ses beaux-parents. Cette photo existe-t-elle encore dans ce monde ? Où aurait-elle pu trouver refuge ? C'est un des mirages de ma quête, trouver un objet du 8 rue Brantôme. Est-ce que dans un twist de la loi du talion, l'univers a substitué cette photo de cosaque par la photo texane de Leibus en habit de ville ? Je décide d'envoyer la photo au mémorial de la Shoah avec les informations que j'ai glanées sur lui. Donner un visage à l'ombre. C'est le premier acte symbolique de mon devoir de mémoire. Ma manière à moi de mettre une pierre sur sa tombe d'argile. Je n'ai pas toutes mes réponses. Leibus était-il cosaque ? Qui était Léa ? D'où vient-elle ? Où se sont-ils rencontrés ? Son existence ne tient qu'à son union avec Leibus. J'ai beau chercher dans les archives et malgré mes tentatives en passant par le nom de ses parents récoltés dans un document de la DAVCC, Chayo Minsky et Rachel Goldferb restent désespérément inconsistants. Et que sont devenus les enfants après la guerre ? Bertha, Bernard, Fanny, Jeanne ? Mais cette enquête, si elle n'a pas éclairé tous les trous de mémoire, m'a au moins mené sur le chemin du deuil. Personne ne le dit,
et je crois que ma famille en a besoin. En laissant un instant mes ancêtres prendre toute la place, en laissant enfler mes émotions jusqu'à ce qu'elles débordent de moi comme un fleuve déborde de son lit. J'ai utilisé mon prénom comme un haricot magique servant d'échelle sur mon arbre généalogique. Ma curiosité et mon envie de vérité a été le carburant d'une mise en mouvement singulière. Ces déplacements dans les fonds d'archives, au fond des choses pour la première fois. Mes cauchemars d'enfant me servant de fil de vie quand je devais m'engouffrer dans les allées morbides de la déportation. Mes incertitudes sont devenues les tableaux imaginaires de la vie de Léibus et de Léa, avec lesquels je peux cohabiter en coulisses. Mes souvenirs de jeunesse et ceux de ma famille nous permettant de fendre l'océan Atlantique et recréer un pont aérien familial perdu 80 ans plus tôt. Ce fleuve a fait gronder en moi une confiance et une persévérance que je ne me connaissais pas. J'ai compris à quel point ils étaient là, leur empreinte dans nos vies, invisible à l'œil nu, leur absence brûlant nos lèvres et brûlant nos cœurs. Voilà comment j'ai remonté la piste, pour le moment. C'est la fin du 10e épisode. Mais il reste tant de choses à découvrir. Pourquoi être restée à Dallas? Qui était Beyla, la sœur de Léibus et de Zalma, arrivée en première aux États-Unis? Est-ce que Zalma a vraiment eu un passeport Nansen? Qu'est-ce qu'ils ont vécu en Suisse? Pourquoi avoir choisi la Suisse? Pourquoi avoir quitté la Pologne? Est-ce que le nom Tim a été changé en Pologne? Je ne sais toujours pas si Léibus était cosaque. Je ne trouve rien sur Léa et leurs enfants restent éparpillés. Où sont passés Fanny, Bertha, Jeanne, Bernard? J'avais trop de questions pour pouvoir m'arrêter là. Alors, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir une saison 2. À bientôt!